Le froid me transperce. Chaque respiration est un combat, chaque mouvement une torture. Ma jambe droite est inutilisable, coincée dans une attelle de fortune que j'ai bricolée avec une branche et une écharpe. J'ai 29 ans, et je suis coincée seule sur cette crête glacée, à des kilomètres de toute aide. Le silence est presque assourdissant, brisé seulement par les hurlements lointains du vent. L'hélicoptère nous avait déposés quelques heures avant le crash. Nous étions un petit groupe d'amateurs, venus défier ce sommet mythique des Alpes. Antoine menait l'équipe, un alpiniste chevronné. Julie, ma meilleure amie, partageait mon excitation. Karim, enthousiaste mais inexpérimenté, fermait la marche. Tout semblait si simple. Une ascension, un rêve à réaliser. Maintenant, je suis seule. Mes provisions sont limitées, une bouteille d'eau presque vide, quelques barres énergétiques, et un briquet. Rien qui puisse me maintenir en vie bien longtemps. Le crash revient sans cesse dans ma tête. Ce bruit sourd, ces secousses violentes, et cette chute brutale avant l'impact. La peur m'avait paralysée, et ensuite, tout était flou. Je me souviens avoir crié, senti la ceinture m'étrangler, puis le choc contre la neige. Je m'étais réveillée au milieu des débris, seule. Je revois les visages de ceux qui m'avaient dit de ne pas venir. Mon frère, inquiet, m'avait presque supplié de renoncer. Mais je voulais prouver que j'en étais capable, que je pouvais faire quelque chose de grand, même si personne n'y croyait. Julie. Je pense surtout à elle. Juste avant l'impact, elle avait crié mon nom. Son visage me hante. Je me rappelle Karim, son sourire nerveux et son enthousiasme contagieux. Il voulait prouver qu'il avait sa place dans cette aventure, même s'il manquait d'expérience. Et puis Antoine, calme et confiant, toujours prêt à partager ses connaissances. Ce n'était pas juste un groupe, c'était devenu une petite famille. Et maintenant, ils ont disparu, éparpillés quelque part sur cette montagne. Le vent hurle et la nuit approche. Si je reste ici, je vais mourir. Mon sac à dos est lourd, ma jambe me fait souffrir, mais je n'ai pas le choix. Je dois descendre cette pente, trouver un abri. La neige est traîtresse, cachant des crevasses prêtes à m'engloutir. J'ai une corde, une hache, et pas grand-chose d'autre pour m'aider. Chaque pas est un défi. Le froid mord mes doigts malgré mes gants, et chaque fois que je glisse, mon cœur s'arrête. Le désespoir me guette. Parfois, je ferme les yeux et j'imagine ma famille, mon frère surtout. Je lui avais promis de revenir saine et sauve. Mais cette promesse semble vide maintenant. Suis-je assez forte pour survivre seule ? Chaque pas me rapproche de l'épuisement. Je me surprends à murmurer des encouragements à voix basse, comme pour me convaincre que tout ça a un sens. Une découverte me fait sursauter. Dans la neige, des traces de pas. Elles sont fraîches. Est-ce qu'Antoine ou Karim sont encore en vie ? Je hurle leur nom, ma voix se perd dans le vent. Rien. Je continue et, quelques mètres plus loin, je trouve un foulard. Je le reconnais. C'est celui de Julie. Mon cœur s'emballe. Peut-être que je ne suis pas seule, finalement. Mon instinct me pousse à chercher un abri. Mon père aurait dit que la montagne est à la fois une ennemie et une alliée. Il était guide de haute montagne. Toute ma jeunesse, il m'a appris à lire les signes dans la neige, à anticiper les avalanches, à trouver des refuges naturels. C'était comme un jeu pour lui, une manière de me transmettre sa passion. À l'époque, je n'écoutais qu'à moitié, distraite par des rêves d'ailleurs. Aujourd'hui, je m'accroche à ces souvenirs comme à une bouée de sauvetage. J'observe les pentes autour de moi. Un renflement dans la neige pourrait indiquer une grotte ou un espace protégé. Le problème, c'est que ma jambe ralentit chacun de mes mouvements. Chaque pas me coûte une énergie précieuse, mais rester ici n'est pas une option. Je serre les dents, me rappelant les mots de mon père, « La montagne te teste, Sarah. Si tu écoutes, elle te montrera le chemin. » Après une heure d'effort, je repère une forme sombre sous un amas de rochers. Mon cœur s'emballe. Est-ce que ce pourrait être un abri ? Je me dépêche autant que possible, glissant plusieurs fois sur la neige. Quand j'atteins enfin l'entrée, c'est exactement ce que j'espérais, une grotte partiellement protégée du vent. Ce n'est pas idéal, mais c'est suffisant pour survivre une nuit. Dans cette grotte sommaire, le temps semble s'arrêter. Pourtant, je sais qu'il est contre moi. Chaque minute compte. Si les traces de pas que j'ai vues appartiennent à Antoine, Julie ou Karim, ils ne doivent pas être loin. Je prends une décision, je vais suivre ces traces, même si ma jambe blessée hurle à chaque mouvement. Je ne peux pas rester ici, à attendre qu'un miracle se produise. Avant de partir, je prends soin de mémoriser mon environnement. Je repère des rochers distinctifs,
des arbres tordus par le vent. Ce seront mes points de repère pour retrouver la grotte si nécessaire. Une leçon que mon père m'a apprise, ne jamais partir sans avoir un plan de retour. Je marque l'entrée avec une croix dans la neige, faite à l'aide de ma hache. Le froid mord mes joues, mais je l'ignore. Je dois bouger, avancer, trouver les autres. Chaque pas sur la neige est une épreuve. La pente est traîtresse, ma jambe gauche doit compenser pour la droite. Je glisse souvent, mais je m'accroche à ma détermination. L'idée qu'Antoine ou Karim puissent être vivants, qu'ils aient besoin de moi autant que j'ai besoin d'eux, me pousse à continuer. Avant de m'aventurer plus loin, je prends quelques minutes pour improviser une attelle plus solide. Mon ancienne construction ne tient plus. Je ramasse des branches à proximité, solides mais flexibles, et les attache avec des bandes de tissu déchirées de ma veste. Ce n'est pas parfait, mais ça stabilise ma jambe suffisamment pour que je puisse marcher. Dans mon sac à dos, je fais l'inventaire de ce qui me reste, 3 barres énergétiques, un briquet presque vide, et une couverture de survie pliée. J'ai également une petite lampe frontale, mais je dois économiser ces piles. Je mange une barre énergétique, pas tant par faim que pour me donner un coup de fouet. Ensuite, je me relève, appuyant sur mon piolet pour m'équilibrer. Je ne peux pas perdre de temps. La nuit va tomber, et avec elle, le froid sera encore plus impitoyable. Je m'enfonce dans la neige, suivant les traces. Elles sont irrégulières, probablement laissées par quelqu'un blessé ou exténué. Mes pensées se bousculent. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de les suivre? Si c'est un piège, si la personne est déjà morte, est-ce que je ne gaspille pas mes forces? Mais je n'ai pas le choix. Dans cette montagne, seul un groupe peut survivre. Seul, mes chances sont faibles. Après 1 heure à suivre les traces, je tombe sur une scène qui me fait frissonner. Il y a des empreintes d'animaux dans la neige, mêlées à celles de pas humains. Plus loin, des éclaboussures de sang parsèment le sol glacé. Mon cœur s'emballe. Je scrute les environs, chaque ombre devenant une menace potentielle. Est-ce qu'il y a un prédateur dans les parages? Un loup, peut-être? La perspective d'être suivi me glace encore plus que le vent. J'entends un bruit lointain, un hurlement qui me fait sursauter. Ce n'est pas humain, mais c'est proche. Trop proche. Instinctivement, je m'accroupis, essayant de me faire la plus petite possible. Je reste immobile, tendant l'oreille. Le bruit s'éloigne, mais la peur reste. Je n'ai rien pour me défendre contre un animal sauvage. Mon piolet pourrait faire office d'arme, mais contre une meute de loups, il serait inutile. Je serre les dents et continue. Arrêter maintenant serait comme signer mon arrêt de mort. Mes craintes se confirment lorsque je glisse sur une plaque de glace. Je tombe lourdement, et dans l'élan, un de mes gants glisse de ma main. Je le regarde s'éloigner, impuissante. Mes doigts commencent immédiatement à engourdir. Je sais que je dois agir vite. L'engelure est une menace sérieuse ici. Je me relève avec difficulté, la douleur dans ma jambe réveillée par la chute. Chaque mouvement est un supplice. Je fouille dans mon sac à dos et enroule la couverture de survie autour de ma main nue. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. Je passe quelques minutes à frotter mes doigts pour rétablir la circulation. Le froid est implacable, et je sens que mon énergie commence à s'épuiser. Mais je refuse d'abandonner. Ce n'est qu'un obstacle parmi d'autres. Je dois continuer. En cherchant dans les poches intérieures de ma veste, je tombe sur quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver, une note pliée, écrite par Julie. Je l'avais complètement oubliée. Avant notre départ, elle m'avait donné ce petit morceau de papier en me disant que je pouvais l'ouvrir si jamais j'en avais besoin. Je déplie la note avec des doigts tremblants. Les mots sont simples, mais percutants, tu es plus forte que tu ne le crois. Une vague d'émotion me submerge. Julie avait toujours cru en moi, même quand je doutais de moi-même. Je m'accroche à cette pensée. Cette note devient une sorte de talisman, une source de force. Je la replie soigneusement et la range dans une poche intérieure, là où je pourrais la sentir contre mon cœur. Je reprends ma route avec une nouvelle détermination. Les mots de Julie résonnent dans ma tête à chaque pas, tu es plus forte que tu ne le crois. Cette phrase simple devient mon mantra. À chaque chute, à chaque douleur dans ma jambe, je me répète ces mots. Je ne peux pas m'arrêter. Pas maintenant. Pas ici. Je dois la retrouver, elle et les autres. Cette montagne ne me volera pas ma promesse. Je commence à parler à haute voix, plus pour me rassurer que pour autre chose. Allez, Sarah. Un pas après l'autre. Le silence glacial autour de moi est oppressant. Parler, même dans le vide, m'aide à ne pas sombrer dans la panique. La solitude est une épreuve en elle-même.
Je sens le poids de l'isolement peser sur mes épaules, mais je m'accroche à l'idée que quelqu'un, quelque part, m'attend. En avançant, je prends une décision. Si je trouve des indices sur leur passage, je les suivrai jusqu'au bout. Peu importe la douleur, peu importe les risques. Je m'accroche à l'idée qu'ils sont en vie. Que Julie est en vie. La montagne ne me rend pas la tâche facile. Devant moi, une pente raide se dresse, couverte de neige fraîche. C'est une invitation au désastre, un mauvais pas, et je pourrais déclencher une avalanche ou glisser jusqu'à ma perte. Je reste immobile, le souffle court, évaluant mes options. Descendre cette pente serait suicidaire. Mon instinct me dit de contourner, même si cela me coûtera du temps et de l'énergie. Je décide de faire confiance à mon intuition. Je commence à longer la pente, cherchant un passage plus sûr. Chaque mouvement est calculé, chaque pas mesuré. Le temps supplémentaire que cela prendra m'inquiète, mais je n'ai pas le choix. En avançant prudemment, je commence à compter mentalement mes provisions. Une barre énergétique, quelques gorgées d'eau. Si je ne trouve rien avant la nuit, je serai en difficulté. Mais je ne peux pas penser à ça maintenant. Chaque problème doit être affronté au moment où il se présente. Alors que j'atteins une zone légèrement plus stable, mon esprit dérive vers une dispute récente avec Antoine. C'était juste avant le crash. Il avait voulu repousser notre ascension à cause de conditions météo incertaines, mais j'avais insisté pour continuer. J'avais dit qu'on ne pouvait pas gâcher une occasion comme celle-ci. Nous avions échangé des mots durs, et il avait fini par céder à contre-cœur. Maintenant, je regrette cette impulsivité. S'il est mort, c'est en partie ma faute. Cette pensée est insupportable. Mais je me raccroche à l'espoir qu'il soit encore en vie, quelque part. Peut-être qu'il me cherche, lui aussi. Je serre les poings. Survivre n'est pas seulement une question de volonté, c'est une question de rédemption. Si je m'en sors, je lui dirai que j'avais tort, que j'aurais dû l'écouter. Mais pour ça, je dois rester en vie. La nuit est tombée, et je me réfugie dans un creux de terrain partiellement protégé du vent. Impossible de dormir vraiment. Chaque fois que je ferme les yeux, les images du crash reviennent. Je revois l'hélicoptère basculer, les visages terrifiés de mes compagnons, le cri de Julie. Mon propre cri. Le moment de l'impact me hante. Je sursaute, tremblante, mon cœur battant à tout rompre. La peur essaie de m'envahir, mais je refuse de la laisser gagner. Pour me calmer, je respire profondément, fixant un point dans l'obscurité. La montagne est silencieuse, mais je ressens sa présence, écrasante. C'est comme si elle m'observait, testant mes limites. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou le froid, mais je me sens presque en transe. Je murmure encore les mots de Julie, comme une prière. Tu es plus forte que tu ne le crois. Ce simple rappel m'aide à reprendre le contrôle. Le lendemain matin, je fais une découverte qui change tout. Au détour d'un chemin escarpé, je tombe sur un petit refuge improvisé. Une sorte d'abri de fortune, construit à partir de branches et de neige tassée. Mon cœur s'emballe. Antoine. Ça ne peut être que lui. Il était le seul du groupe avec ce genre de connaissances en survie. À l'intérieur, je trouve des provisions laissées derrière, une bouteille d'eau à moitié pleine, des morceaux de pain durci. Mais surtout, il y a une note griffonnée sur un morceau de papier. Antoine a laissé un message. Il indique avoir continué vers une vallée plus sûre, espérant trouver du secours. Mes mains tremblent en lisant ces mots. Il est vivant. Ou du moins, il l'était quand il a écrit ça. Cette découverte me redonne de l'espoir, mais elle m'apporte aussi un choix difficile. Suivre ces indications me mènera plus loin dans la montagne, dans des conditions encore plus hostiles. Mais si je reste ici, je n'ai aucune chance. Je décide de le suivre. Je ne suis pas venu aussi loin pour abandonner maintenant. Alors que je descends vers la vallée mentionnée dans la note, le danger se manifeste sous une forme que je redoutais, une meute de loups. Ils apparaissent à l'orée des arbres, leurs silhouettes sombres se détachant sur la neige. Mon instinct me hurle de courir, mais je sais que ce serait inutile. Ils sont plus rapides que moi, surtout avec ma jambe blessée. Je cherche frénétiquement une solution. Mon regard tombe sur une branche morte, épaisse et robuste. Avec mon briquet, je réussis à l'enflammer, créant une torche de fortune. La flamme vacillante éclaire leurs regards brillants. Je hurle, agitant la torche devant moi. Les loups hésitent, grognant, mais ne s'approchent pas davantage. Finalement, ils reculent lentement, disparaissant dans l'obscurité. Mon souffle est court, mon corps tremble de peur et d'épuisement. Mais je suis vivante. Et chaque victoire, aussi petite soit-elle, est une raison de continuer.
Quelques heures plus tard, je vois enfin ce que je cherchais, un feu. Une fumée s'élève dans l'air glacé. Antoine. Je pousse un cri, ma voix rauque d'émotion. Il sort de son abri, un bras en écharpe, mais vivant. En le voyant, je ressens une vague de soulagement si intense que je tombe presque à genoux. Nous échangeons des regards, sans mots. Il est vivant. Et moi aussi. Les jours suivants, nous attendons ensemble dans son abri, espérant un miracle. Cette épreuve m'a changé à jamais. J'étais venu ici pour prouver quelque chose, mais ce que j'ai appris dépasse tout ce que j'imaginais. La montagne m'a testée, brisée, mais aussi reconstruite.